Le matin se lève doucement sur le quartier du Mistral, enveloppant les façades d'une lumière presque irréelle, comme si le calme apparent cherchait à masquer les tensions invisibles qui parcourent déjà les esprits. Dans l'appartement de Jawad, Zoé est debout depuis longtemps, incapable de trouver le sommeil face à une inquiétude qu'elle ne parvient plus à contenir. Elle observe Harry dormir, son visage paisible contrastant avec le tumulte qui agite ses pensées. Elle finit par rejoindre Jawad dans la cuisine, les traits tirés, les mots hésitants, mais portés par une angoisse bien réelle. Elle lui confie qu'elle a l'impression qu'Ariane s'éloigne de Harry, qu'elle ne lui accorde pas l'attention dont il aurait besoin pour grandir sereinement. Cette idée la hante, la pousse à douter, à vouloir combler elle-même ce qu'elle croit être un manque. Jawad l'écoute sans l'interrompre, conscient que derrière ses reproches se cache surtout une peur profonde, celle de voir une famille déjà fragile vaciller davantage. Il lui explique avec calme qu'Ariane traverse une période difficile, une dépression postpartum qui la coupe de ses émotions et l'empêche d'être totalement présente. Pour lui, reprendre le travail n'est pas un abandon, mais une nécessité vitale. Ces paroles ne suffisent pourtant pas à apaiser Zoé. Elle ressent un besoin presque instinctif de protéger Harry, comme si elle devait prendre sur elle un rôle qui ne lui appartient pas entièrement. Elle le prépare avec une attention excessive, chaque geste devenant une preuve de son engagement, une manière de lutter contre l'impuissance qu'elle ressent face à la situation d'Ariane. Peu après, elle décide d'emmener le petit garçon au Mistral, cherchant dans ce lieu familier une forme de réconfort. L'agitation du bar-restaurant contraste avec le silence pesant de la maison, et Zoé semble respirer un peu mieux en s'installant à une table, Harry dans les bras. Elle croise Barbara, dont le regard attentif perçoit immédiatement la tension qui habite la jeune fille. Sans détour, Zoé lui confie que sa mère a déjà repris le travail et qu'au fond, cela l'arrange. Elle avoue qu'elle préfère s'occuper elle-même de Harry plutôt que de dépendre d'une présence qu'elle juge instable. Derrière cette affirmation, il y a une volonté de contrôle, presque une tentative de reprendre le pouvoir sur une situation qu'elle ne maîtrise pas. Barbara ne la juge pas, mais elle choisit ses mots avec une précision qui trahit son expérience et sa sensibilité. Elle lui rappelle qu'une mère qui travaille n'est pas une mère absente, que chaque femme trouve son propre équilibre et que l'amour ne se mesure pas uniquement au temps passé. Elle insiste sur le fait que juger Ariane trop sévèrement pourrait être injuste. Zoé écoute, mais son regard reste incertain, comme si ses paroles se heurtaient à une conviction déjà ancrée. Elle hoche la tête, sans réellement se laisser convaincre, prisonnière d'une vision où elle doit être celle qui compense, celle qui protège, celle qui veille. Ce rôle qu'elle s'attribue devient peu à peu un poids qu'elle ne semble pas prête à déposer. Pendant ce temps, Jawad rentre chez lui après quelques courses, s'attendant à retrouver le calme habituel de l'appartement. Mais dès qu'il ouvre la porte, il est frappé par une vision inattendue. La maison est envahie de cadeaux, des jouets, des vêtements, des objets en tout genre, comme si une fête improvisée avait eu lieu en son absence. Il reste un instant immobile, observant ce débordement d'objets, comprenant immédiatement que Zoé est à l'origine de cette accumulation. Lorsqu'elle revient avec Harry, il ne peut cacher sa surprise, mais il choisit de ne pas réagir avec colère. Il comprend que ses achats ne sont pas un simple caprice, mais le reflet d'une inquiétude profonde. Avec douceur, il lui explique que cet excès de générosité n'est pas nécessaire, que Harry n'a pas besoin de tout cela pour être heureux. Il lui fait remarquer que ce comportement traduit surtout une angoisse qu'elle refuse de reconnaître. Zoé se défend, affirmant qu'elle veut simplement faire plaisir à son petit frère, mais son ton trahit une fragilité qu'elle ne parvient plus à dissimuler. Jawad insiste, sans jamais élever la voix. Il lui promet que tout va bien, que Harry est entouré et aimé, et surtout qu'Ariane ne doit pas être jugée aussi durement. Il tente de lui faire comprendre que la situation est plus complexe qu'elle ne le pense, que la souffrance d'Ariane mérite d'être entendue plutôt que condamnée. Zoé baisse les yeux, touchée malgré elle par ses paroles. Elle ne répond pas immédiatement, comme si elle cherchait à faire coïncider ce qu'elle ressent avec ce qu'on lui dit. Mais au fond, le doute persiste, insidieux, alimentant une tension qui ne demande qu'à grandir. Dans un tout autre décor, au bord de la mer, Patrick et Babette profitent d'un moment suspendu, loin du tumulte du Mistral et des affaires qui les accaparent. Le bruit des vagues accompagne leur conversation, apportant une sérénité que Patrick n'avait plus ressentie depuis longtemps. Il savoure chaque gorgée de son smoothie, comme s'il redécouvrait le goût des choses simples. Il confie à Babette qu'il se sent mieux que la veille, que quelque chose en lui a changé depuis l'accident qui a failli lui coûter la vie. Son regard est plus calme, mais aussi plus intense, comme s'il percevait désormais la fragilité de chaque instant. Babette l'observe avec tendresse, touchée par cette transformation. Elle lui avoue qu'elle apprécie sa maturité, qu'elle le trouve différent, mais pas dans le sens qu'il redoute.
Elle refuse l'idée qu'il puisse être trop vieux, affirmant au contraire que cette nouvelle lucidité le rend plus vivant que jamais. Patrick esquisse un sourire, puis laisse échapper une phrase qui semble résumer tout ce qu'il ressent. Il explique que cette balle, loin de l'abattre, lui a permis de réfléchir, de comprendre l'importance de profiter pleinement de la vie. Pour lui, chaque moment compte désormais, chaque instant partagé devient précieux. Ces mots flottent entre eux, porteurs d'une vérité qu'ils ne peuvent ignorer. Babette ressent une émotion profonde, mais elle sait aussi que la réalité les rattrapera rapidement. Leur quotidien est fait d'obligations, de responsabilités, de contraintes qui ne disparaîtront pas aussi facilement. Plus tard, au cabinet médical, cette réalité reprend ses droits avec une brutalité familière. La salle d'attente est pleine, les patients s'enchaînent, et Babette n'a pas une minute à elle. Elle traverse les couloirs à toute vitesse, concentrée sur son travail, lorsque Patrick apparaît, presque incongru dans cet environnement agité. Il lui tend ses lunettes de soleil avec un sourire léger, comme s'il cherchait un prétexte pour la voir. Mais derrière ce geste simple, il y a une envie plus profonde, celle de prolonger le moment qu'ils ont partagé plus tôt. Il lui confie qu'elle lui manque, que même quelques heures loin d'elle lui semblent longues. Babette l'écoute, mais elle ne peut pas s'arrêter. Elle lui explique qu'elle est débordée, que ce n'est pas le moment, que les patients passent avant tout. Sa réponse est sincère, mais elle crée une distance que Patrick ressent immédiatement. Avant de partir, il lui propose néanmoins de dîner ensemble le soir même, comme une tentative de préserver ce lien qu'il sent fragile. Babette accepte sans enthousiasme, consciente qu'elle risque d'arriver épuisée, mais ne voulant pas le décevoir. La journée s'étire, lourde et intense, jusqu'à ce que la nuit tombe enfin. Lorsque Babette rentre chez elle, elle est épuisée, vidée de toute énergie. Elle s'attend à trouver Patrick fatigué lui aussi, mais elle découvre au contraire un homme déjà prêt, habillé avec soin, comme s'il attendait ce moment depuis des heures. Il lui parle immédiatement de son projet de restaurant, puis évoque une idée plus ambitieuse encore, un week-end à l'étranger, une parenthèse loin de tout. Il veut profiter, rattraper le temps, vivre pleinement. Mais Babette, encore plongée dans la réalité de son travail, ne peut suivre ce rythme. Elle lui explique que ce n'est pas le bon moment, que le cabinet est surchargé, que les touristes affluent et qu'elle ne peut pas se permettre de partir. Ces mots sont raisonnables, mais ils viennent briser l'élan de Patrick, qui se retrouve confronté à une réalité qu'il refuse désormais d'accepter. Le silence s'installe entre eux, chargé d'incompréhension. Patrick réalise que sa vision de la vie a changé, mais que celle de Babette reste ancrée dans le quotidien. Cette divergence, encore légère, pourrait bien devenir une faille plus profonde si rien ne vient la combler. Au même moment, dans les couloirs du tribunal de Marseille, une tension d'une toute autre nature se joue. Ophélie avance d'un pas rapide, tentant de garder une apparence maîtrisée, mais son regard trahit une inquiétude grandissante. Elle tombe nez à nez avec Ulysse, et l'échange qui suit est immédiat, presque brutal. Elle l'accuse sans détour d'être à l'origine de la lettre anonyme qui la menace. Sa voix tremble légèrement, mais sa détermination est intacte. Elle exige des réponses, incapable de supporter plus longtemps cette pression invisible qui la poursuit. Ulysse, surpris, nie catégoriquement. Il lui affirme qu'il n'est pas celui qui l'effraie, mais que quelqu'un d'autre sait ce qu'elle a fait. Ces mots tombent comme un verdict lorsqu'il évoque la possibilité qu'un témoin ait vu Ophélie enterrer le corps d'Hugo. Le monde semble vaciller autour d'elle à cet instant précis. Ce qu'elle pensait être un secret enfoui pourrait en réalité être connu, observé, prêt à être révélé. Son regard se durcit, mais au fond d'elle, une peur plus profonde commence à s'installer, insidieuse et impossible à ignorer. Et pour la première fois, Ophélie comprend que le danger ne vient peut-être pas seulement de la police, mais de quelqu'un qui la surveille depuis bien plus longtemps qu'elle ne l'imaginait. Dans l'atelier de couture, l'air semble plus lourd que d'habitude, chargé d'une tension que personne ne nomme mais que chacun ressent confusément. Ophélie tente de retrouver une apparence normale, concentrée sur son travail, mais son esprit est ailleurs, happé par les mots d'Ulysse qui résonnent encore en elle comme une menace sourde et persistante. Elle s'efforce de respirer calmement, de se convaincre qu'il ne s'agit peut-être que d'une hypothèse lancée pour la déstabiliser. Pourtant, une part d'elle sait que ce genre de révélation ne surgit jamais sans fondement. Si quelqu'un a réellement vu ce qu'elle a fait, alors tout ce qu'elle a construit depuis risque de s'effondrer à tout moment. C'est dans cet état de vigilance extrême qu'elle se rapproche discrètement de Chris. Son regard glisse vers le téléphone posé à côté de lui, comme attiré par une réponse qu'elle espère y trouver. Elle agit avec prudence, consciente que le moindre geste suspect pourrait éveiller des soupçons. Lorsqu'elle l'interroge sur Hugo, le changement d'attitude est immédiat. Chris détourne légèrement le regard, ses réponses deviennent plus brèves, presque mécaniques.
Il affirme qu'il ne veut plus entendre parler de son ancien meilleur ami, comme si ce simple nom suffisait à raviver une douleur qu'il préfère enfouir. Ophélie ne se contente pas de cette explication. Elle observe chaque détail, chaque hésitation, cherchant à déceler ce qui se cache derrière cette indifférence affichée. Elle lui fait remarquer que son comportement semble étrange, qu'il évite le sujet avec une insistance qui ne peut être anodine. Cette remarque crée un instant de flottement, un silence chargé de sous-entendus. Chris ne répond pas immédiatement, comme s'il pesait ses mots, conscient que la moindre erreur pourrait trahir quelque chose qu'il souhaite garder secret. Ophélie, de son côté, sent son intuition se renforcer, nourrie par ce malaise qu'elle perçoit clairement. Dans son esprit, une idée commence à prendre forme, encore fragile mais de plus en plus insistante. Et si Chris était celui qui lui envoie ces messages anonymes? Et s'il avait découvert la vérité sur Hugo, sans jamais oser l'affronter directement? Cette hypothèse s'impose progressivement, alimentée par chaque détail qu'elle accumule. Pendant ce temps, au commissariat, Ariane retrouve une énergie qu'elle n'avait plus ressentie depuis longtemps. Travailler à nouveau sur l'affaire des Kepler lui donne l'impression de reprendre le contrôle, de retrouver un sens à son engagement. Elle échange avec Idriss, partage ses intuitions avec une conviction grandissante. Elle explique qu'elle est persuadée qu'Ophélie cache quelque chose, que son comportement ne correspond pas à celui d'une simple victime de circonstances. Chaque élément, pris isolément, pourrait sembler anodin, mais mis bout à bout, il dessine un schéma inquiétant. Idriss écoute attentivement, sans interrompre, laissant Ariane développer son raisonnement. Il comprend que cette enquête représente bien plus qu'un simple dossier pour elle. C'est une manière de se raccrocher à quelque chose de concret, de structuré, alors que sa vie personnelle reste fragile et incertaine. Ariane évoque alors la nécessité de rouvrir le dossier Hugo. Elle sait que cette décision ne dépend pas uniquement d'elle, mais elle est prête à tout pour obtenir l'autorisation nécessaire. Pour elle, cette affaire n'est pas close, elle n'a jamais été réellement résolue. Plus tard, elle s'adresse directement à Jean-Paul, cherchant à obtenir son soutien. Elle lui expose ses arguments avec une détermination qui ne laisse aucun doute sur son implication. Elle insiste sur les incohérences, sur les zones d'ombre, sur le sentiment persistant que quelque chose d'essentiel leur échappe. Jean-Paul, fidèle à son rôle, ne donne pas une réponse immédiate. Il sait que rouvrir une enquête implique des conséquences importantes, des procédures complexes, mais il reconnaît aussi la pertinence des éléments avancés par Ariane. Il promet d'en parler au parquet, conscient que cette décision pourrait changer la suite des événements. Au Mistral, l'atmosphère est différente, mais la tension n'en est pas moins présente. Thomas examine attentivement le dessin retrouvé sur la porte de la maison des Kepler, cherchant à en comprendre la signification. Il tourne et retourne la feuille, comme si une réponse pouvait surgir d'un simple changement de perspective. Charlie, intriguée, se joint à lui et observe le symbole avec un regard neuf. Elle reconnaît rapidement un mot, une référence qui échappe à Thomas. Elle lui explique que « neketsu » est un terme issu de l'univers des mangas, associé à l'idée de sang chaud, de passion intense, de combat animé par une énergie débordante. Cette explication ne rassure pas Thomas, bien au contraire. Il perçoit dans ce mot une dimension menaçante, comme si quelqu'un cherchait à envoyer un message codé, à instaurer une atmosphère de tension et de peur. Il se demande si ce symbole ne pourrait pas être lié à l'affaire Hugo, à une vengeance ou à une révélation imminente. Cette idée s'installe dans son esprit, alimentée par le contexte déjà troublant de la disparition d'Hugo et des événements récents autour des Kepler. Il comprend que ce dessin n'est probablement pas un simple hasard, mais un élément supplémentaire dans un puzzle dont il ne voit encore qu'une partie. Pendant ce temps, Ariane et Idriss décident de passer à l'action. Ils se rendent directement à l'atelier de couture, déterminés à confronter Ophélie et à obtenir des réponses. Leur arrivée ne passe pas inaperçue, créant immédiatement une tension palpable dans la pièce. Ophélie les accueille avec une apparente maîtrise, mais son regard trahit une inquiétude qu'elle ne peut totalement dissimuler. Elle sait que cette confrontation était inévitable, mais elle espérait gagner du temps, trouver une solution avant d'en arriver là. Ariane pose les premières questions, précises, ciblées. Elle demande si Hugo connaissait bien la villa des Kepler, si certains lieux lui étaient familiers. La question semble anodine, mais elle cache une stratégie bien définie, une manière d'amener Ophélie à se dévoiler sans qu'elle ne s'en rende compte immédiatement. Idriss enchaîne, révélant un élément nouveau qui change complètement la donne. Il explique que les billets volés à Vanessa Kepler par Hugo ont réapparu. Cette information tombe comme un choc, car elle relie directement le passé à une réalité présente que personne ne peut ignorer. Il précise que cet argent a servi à payer une pelleteuse destinée à refaire le gazon de la villa.
Ce détail, en apparence technique, prend une dimension inquiétante lorsqu'il est mis en perspective avec la disparition d'Hugo et les soupçons qui pèsent sur Ophélie. Ariane observe attentivement la réaction de la jeune femme. Elle cherche à capter le moindre signe de trouble, la moindre hésitation qui pourrait confirmer ses soupçons. Ophélie, de son côté, lutte pour garder son sang-froid, consciente que chaque geste est analysé. Le lien devient alors évident, presque impossible à nier. Si l'argent d'Hugo a été utilisé pour des travaux précis, cela signifie que quelqu'un a voulu manipuler le terrain, modifier un espace qui pourrait cacher quelque chose. Cette idée s'impose comme une évidence silencieuse, lourde de conséquences. Ariane et Idriss échangent un regard complice, conscients qu'ils viennent de franchir une étape importante dans leur enquête. Ils ne disposent pas encore de preuves irréfutables, mais les éléments s'accumulent, dessinant une trajectoire qui mène inévitablement vers Ophélie. Avant de partir, Ariane prend le temps de s'adresser directement à elle, avec une intensité qui ne laisse place à aucun doute. Elle lui explique qu'ils vont continuer à creuser, qu'ils ne s'arrêteront pas tant qu'ils n'auront pas trouvé la vérité. Ces mots résonnent comme un avertissement, mais aussi comme une promesse. Cette phrase, simple en apparence, prend une signification particulière dans ce contexte. On va creuser, dit-elle, et derrière ces mots se cache une double réalité. Creuser l'enquête, mais peut-être aussi creuser physiquement ce terrain qui pourrait dissimuler des secrets bien plus sombres. Ophélie reste immobile après leur départ, le regard fixé dans le vide. Elle sent le piège se refermer lentement autour d'elle, chaque élément venant renforcer la pression qui pèse sur ses épaules. Elle comprend que le temps joue contre elle, que chaque minute qui passe rapproche la vérité de la surface. Et pour la première fois, elle envisage sérieusement l'idée qu'elle ne pourra peut-être pas contrôler ce qui est en train de lui échapper. Parce que cette fois, quelqu'un est prêt à aller jusqu'au bout pour dévoiler ce qu'elle a enterré. Dans les heures qui suivent le départ d'Ariane et d'Idriss, l'atelier de couture semble soudain vidé de toute chaleur humaine. Le bruit des machines, habituellement rassurant, devient mécanique, presque oppressant, comme s'il accentuait le sentiment d'isolement qui s'installe peu à peu autour d'Ophélie. Elle s'efforce de reprendre son travail, mais ses gestes manquent de précision, trahissant un esprit ailleurs. Chaque mot prononcé par les enquêteurs continue de résonner en elle, comme un écho impossible à faire taire. L'idée qu'ils puissent réellement creuser le terrain de la villa la hante, car elle sait mieux que quiconque ce qui pourrait être découvert. Ce n'est plus une simple hypothèse, mais une menace tangible qui se rapproche inexorablement. Elle tente de rationaliser la situation, de se convaincre qu'ils n'ont pas suffisamment d'éléments pour aller aussi loin. Pourtant, l'accumulation de détails, l'argent retrouvé, les soupçons qui convergent vers elle. Tout cela compose un tableau de plus en plus cohérent, difficile à ignorer. Dans ce climat de tension, Chris devient malgré lui un point d'ancrage et une source d'angoisse à la fois. Ophélie ne peut s'empêcher de repenser à son attitude, à ses silences, à cette manière qu'il a de fuir le sujet d'Hugo. Elle l'observe désormais différemment, comme si chaque geste pouvait révéler une vérité cachée. Elle se surprend à analyser ses déplacements, ses appels, ses absences, cherchant à établir un lien entre lui et les lettres anonymes. Cette méfiance, qu'elle n'aurait jamais imaginée auparavant, s'installe progressivement, alimentée par la peur de ne plus maîtriser la situation. De son côté, Chris semble percevoir ce changement. Il remarque le regard insistant d'Ophélie, cette attention inhabituelle qui pèse sur lui. Sans comprendre exactement ce qui se passe, il ressent un malaise diffus, comme si une distance invisible venait de s'installer entre eux. Il tente de reprendre une conversation banale, d'alléger l'atmosphère, mais les mots sonnent creux. Ophélie répond de manière distraite, incapable de se détacher de ses pensées. Cette absence de connexion renforce encore le doute, créant un fossé qui ne cesse de s'élargir. Pendant ce temps, au commissariat, Ariane ne parvient pas à se détendre. Même lorsqu'elle s'accorde une pause, son esprit reste focalisé sur l'affaire. Elle revoit les réactions d'Ophélie, ses hésitations, cette manière subtile de détourner certaines questions. Pour elle, il ne s'agit plus d'un simple pressentiment, mais d'une conviction qui prend racine. Idriss, plus mesuré, tente d'apporter une approche rationnelle. Il rappelle qu'il faut des preuves solides, que l'intuition ne suffit pas à construire un dossier. Pourtant, lui aussi reconnaît que les éléments s'accumulent dans une direction troublante. Ariane insiste sur un point en particulier, l'argent d'Hugo. Ce détail, qui pourrait sembler secondaire, est pour elle une clé essentielle. Elle est convaincue que ce lien financier cache quelque chose de plus profond, quelque chose qui pourrait expliquer la disparition d'Hugo. Elle évoque également le symbole retrouvé sur la porte, ce mot étrange, Neketsu, qui semble porter une charge émotionnelle forte. Elle se demande si ce message n'est pas une manière de provoquer, de rappeler un acte passé, ou même de pousser quelqu'un à réagir.
Idriss écoute, prenant note mentalement de chaque élément. Il comprend que l'affaire dépasse le simple cadre d'une disparition. Il y a quelque chose de plus sombre, de plus personnel, comme si quelqu'un cherchait à manipuler les événements pour faire émerger une vérité enfouie. Au même moment, au Mistral, Thomas ne parvient pas à se détacher du dessin qu'il a sous les yeux. Il en parle encore avec Charlie, cherchant à explorer toutes les interprétations possibles. Plus ils y réfléchissent, plus ce symbole leur semble inquiétant. Charlie suggère que ce mot pourrait être lié à un univers passionnel, à une forme de rage ou de détermination extrême. Elle évoque les héros de manga, guidés par leurs émotions, capables de tout pour atteindre leur objectif. Cette idée, loin de rassurer Thomas, accentue son inquiétude. Il se demande si quelqu'un, dans cette histoire, agit justement sous l'emprise d'une émotion incontrôlable. Une colère, une vengeance, un besoin de justice qui dépasse les limites habituelles. Et dans ce contexte, Ophélie apparaît de plus en plus comme une figure centrale, qu'elle le veuille ou non. Pendant ce temps, la relation entre Patrick et Babette continue d'évoluer, marquée par une tension plus subtile mais tout aussi significative. Le dîner qu'ils avaient prévu ne se déroule pas comme Patrick l'avait imaginé. L'enthousiasme qu'il avait mis dans cette idée se heurte à la fatigue accumulée de Babette. Il s'installe à table, mais l'ambiance est différente de celle du matin. Patrick tente de retrouver cette légèreté, cette envie de profiter de chaque instant, mais Babette reste préoccupée par son travail, par les responsabilités qui l'attendent dès le lendemain. Elle écoute Patrick parler de ses projets, de son envie de voyager, de s'échapper, mais elle ne parvient pas à se projeter. Pour elle, ses idées semblent irréalistes, presque déconnectées de leur quotidien. Cette différence de perception crée une distance silencieuse entre eux. Patrick le ressent, même s'il ne le formule pas immédiatement. Il comprend que ce qu'il vit comme une renaissance peut être perçu par Babette comme une fuite, une manière d'éviter les contraintes plutôt que de les affronter. Cette incompréhension, encore fragile, s'installe doucement, laissant entrevoir une évolution possible de leur relation. Ils s'aiment, cela ne fait aucun doute, mais ils ne semblent plus avancer au même rythme, ni dans la même direction. Au même moment, dans l'appartement de Jawad, Zoé continue de veiller sur Harry avec une attention presque excessive. Elle vérifie chaque détail, chaque objet, chaque geste, comme si le moindre relâchement pouvait avoir des conséquences. Jawad l'observe, partagé entre la tendresse et l'inquiétude. Il voit bien que Zoé dépasse les limites, qu'elle s'impose une responsabilité trop lourde pour elle. Il tente de la rassurer, de lui faire comprendre qu'elle n'a pas à porter seule ce rôle. Mais Zoé résiste, convaincue qu'elle doit agir ainsi pour le bien de Harry. Elle ne parvient pas à lâcher prise, à faire confiance à Ariane, à accepter que tout ne dépend pas d'elle. Cette tension intérieure la pousse à agir de manière de plus en plus extrême. Dans la nuit qui s'installe, les différentes trajectoires de ces personnages semblent converger vers un point commun, une vérité qui se rapproche, inévitable, prête à bouleverser leur vie. Ophélie, plus que quiconque, ressent cette pression, cette sensation d'être observée, jugée, traquée. Elle quitte l'atelier plus tôt que prévu, incapable de supporter plus longtemps cette atmosphère pesante. En marchant dans les rues du Mistral, elle a l'impression que chaque regard se pose sur elle, que chaque bruit pourrait annoncer un danger imminent. Arrivée devant la villa, elle hésite un instant avant d'entrer. Ce lieu, autrefois synonyme de sécurité, devient progressivement un espace chargé de secrets et de menaces. Elle sait que c'est là que tout pourrait basculer, que la vérité pourrait être révélée. En refermant la porte derrière elle, elle prend une décision silencieuse. Elle ne peut plus rester passive, attendre que les événements lui échappent totalement. Elle doit agir, anticiper, trouver une solution avant qu'il ne soit trop tard. Mais au fond d'elle, une certitude s'impose avec une clarté inquiétante. Quelle que soit la stratégie qu'elle choisira, elle ne pourra pas empêcher indéfiniment ce qui est déjà en train de remonter à la surface. Parce que certains secrets, une fois fissurés, finissent toujours par éclater au grand jour. La nuit s'est installée sur la villa des Kepler avec une lenteur presque oppressante, comme si chaque seconde était chargée d'un poids invisible. Ophélie erre dans les pièces, incapable de trouver le repos. Les murs eux-mêmes semblent retenir les secrets qu'elle a enfouis, et chaque craquement du bois résonne comme un rappel de ce qu'elle tente désespérément d'oublier. Elle s'arrête devant la baie vitrée donnant sur le jardin, son regard fixé sur la pelouse soigneusement refaite. Derrière cette apparence parfaite, elle sait ce qui se cache, et cette certitude transforme ce paysage ordinaire en une menace silencieuse. L'idée que la police puisse revenir avec des outils, prête à fouiller ce sol, lui donne la sensation d'étouffer. Elle ferme les yeux un instant, cherchant à reprendre le contrôle, à faire taire la panique qui monte en elle. Mais plus elle tente de se raisonner, plus les images reviennent, précises, implacables.
Elle revoit les gestes, la terre remuée, le poids du corps, et comprend que ses souvenirs ne la quitteront jamais. À cet instant, une pensée s'impose à elle avec une brutalité nouvelle. Si Ariane et Idriss décident réellement d'aller plus loin, tout pourrait être découvert. Et cette fois, il ne s'agira plus de soupçons ou d'intuition, mais d'une vérité impossible à nier. Au même moment, dans les bureaux du commissariat, Ariane ne parvient toujours pas à décrocher de l'enquête. Elle relit les notes, reconstitue les événements, tente de trouver le fil conducteur qui lui permettrait de franchir une étape décisive. Son instinct lui crie qu'elle est sur la bonne voie, mais il lui manque encore une pièce essentielle. Idriss la rejoint, apportant avec lui une approche plus posée. Il lui rappelle que l'autorisation du parquet n'est pas encore acquise, que sans preuve tangible, il leur sera difficile d'obtenir un mandat pour fouiller la propriété. Mais il reconnaît aussi que la situation évolue, que les éléments deviennent de plus en plus troublants. Ariane s'appuie sur un point précis, l'utilisation de l'argent d'Hugo. Pour elle, ce n'est pas un hasard. Elle est convaincue que ce détail est lié à une volonté de dissimulation, à une tentative de modifier le terrain pour effacer des traces. Elle insiste sur le fait que ce genre d'action ne peut être anodin. Idriss hoche la tête, conscient que cette hypothèse mérite d'être explorée. Il propose de renforcer la surveillance, de vérifier les allées et venues autour de la villa, dans l'espoir de détecter un comportement suspect. Il comprend que la pression doit être maintenue, sans pour autant précipiter les choses. Pendant ce temps, au Mistral, Thomas ne cesse de repenser au mot « neketsu ». Cette idée de sang bouillonnant, de passion incontrôlable, le perturbe plus qu'il ne veut l'admettre. Il en parle encore avec Charlie, cherchant à donner un sens à ce message qui semble s'adresser à quelqu'un en particulier. Charlie suggère que ce terme pourrait être une signature, une manière pour l'auteur du message d'affirmer une identité, une intention. Elle évoque l'idée d'un jeu, d'un défi lancé à une personne précise, comme si quelqu'un cherchait à provoquer une réaction. Thomas, de plus en plus inquiet, fait le lien avec Ophélie. Il se demande si ce message ne lui est pas directement destiné, si quelqu'un ne cherche pas à la pousser à bout, à la confronter à ce qu'elle cache. Cette hypothèse le trouble profondément, car elle implique un niveau de connaissance très précis. Dans un autre registre, la tension continue de s'installer entre Patrick et Babette. Après leur dîner, chacun reste marqué par une impression d'inachevé. Patrick, animé par cette nouvelle urgence de vivre, a du mal à comprendre la retenue de sa femme. Il ressent son refus comme un frein, une barrière qu'il ne parvient pas à franchir. Babette, de son côté, se sent incomprise. Elle ne rejette pas l'idée de profiter de la vie, mais elle refuse de tout abandonner du jour au lendemain. Elle est attachée à son travail, à ses responsabilités, à cette stabilité qu'elle a construite au fil des années. Leurs échanges deviennent plus rares, plus prudents, comme si chacun évitait désormais de raviver un désaccord qu'il ne sait pas résoudre. Cette distance, encore subtile, s'installe progressivement, laissant planer une incertitude sur l'évolution de leur relation. Dans l'appartement de Jawad, la situation de Zoé ne s'améliore pas. Au contraire, son comportement devient de plus en plus envahissant. Elle multiplie les gestes de protection envers Harry, vérifiant sans cesse qu'il ne manque de rien, anticipant le moindre besoin avant même qu'il ne s'exprime. Jawad tente de lui parler, de la ramener à une vision plus apaisée, mais il se heurte à une résistance qu'il n'avait pas anticipée. Zoé est persuadée d'agir pour le bien de son petit frère, et toute tentative de la freiner est perçue comme une incompréhension. Il comprend alors que le problème est plus profond qu'il ne le pensait. Ce n'est pas seulement une inquiétude passagère, mais une véritable peur de l'abandon, une crainte que Harry ne soit pas suffisamment entouré. Cette peur la pousse à prendre une place qui n'est pas la sienne, au risque de déséquilibrer l'ensemble. Pendant ce temps, Ariane, malgré la fatigue, ne relâche pas ses efforts. Elle décide de retourner sur le terrain, de s'approcher au plus près de la vérité. Elle sait que chaque minute compte, que le moindre retard pourrait permettre à Ophélie de se préparer, voire de faire disparaître des preuves. Idriss accepte de la suivre, conscient que cette initiative peut être déterminante. Il se dirige vers la villa, avec l'intention de repérer les lieux, d'observer, de comprendre. Leur présence n'est pas encore officielle, mais elle marque une étape supplémentaire dans leur détermination. Arrivés à proximité, ils prennent le temps d'examiner l'environnement. Le terrain semble parfaitement entretenu, trop peut-être. Ariane observe les moindres détails, cherchant une anomalie, une trace qui pourrait confirmer ses soupçons. Elle s'approche de la zone récemment refaite, son regard se durcit. Elle ne voit rien de concret, mais son instinct lui crie que quelque chose ne va pas. Elle ressent une certitude difficile à expliquer, comme si ce lieu gardait en lui une vérité prête à surgir. Au même moment, derrière les fenêtres de la villa, Ophélie les aperçoit.
Son cœur s'emballe immédiatement. Elle comprend qu'ils ne sont pas là par hasard, qu'ils se rapprochent dangereusement de ce qu'elle a voulu cacher. Elle recule instinctivement, comme si leur simple présence pouvait révéler ce qu'elle a enfoui. Son esprit s'emballe, envisageant toutes les possibilités, toutes les issues. Elle sait qu'elle doit agir, mais elle ne sait plus comment. Ariane, de son côté, se tourne vers Idriss avec une détermination nouvelle. Elle lui confie qu'elle est prête à aller jusqu'au bout, qu'elle ne laissera pas cette affaire se refermer sans réponse. Son regard ne quitte pas le sol, comme si elle cherchait déjà à percer ce qu'il dissimule. Et dans ce face-à-face silencieux, séparé seulement par quelques mètres et une vérité enfouie, une évidence s'impose peu à peu. Le moment où tout sera révélé approche, et personne ne pourra empêcher ce qui est sur le point d'émerger. L'air semble se figer autour de la villa des Kepler, comme suspendu à une tension invisible qui ne cesse de croître. Ariane et Idriss restent immobiles quelques instants devant le terrain récemment refait, observant chaque détail avec une attention presque obsessionnelle. Rien ne dépasse, rien ne trahit la moindre anomalie, et pourtant, cette perfection apparente leur paraît suspecte. Ariane s'accroupit légèrement, effleurant la surface du sol du bout des doigts, comme si elle cherchait à ressentir ce que la terre elle-même pourrait révéler. Elle ne trouve aucune preuve tangible, mais son instinct refuse de céder. Elle sait que certaines vérités ne se voient pas immédiatement, qu'elles se cachent sous des couches de silence et de manipulation. Idriss, à ses côtés, garde une posture plus mesurée. Il lui rappelle qu'ils doivent rester prudents, que sans mandat, ils ne peuvent pas aller plus loin. Mais même lui ressent ce décalage étrange entre l'apparence du lieu et la lourdeur de ce qu'il suggère. Il comprend que ce terrain n'est pas simplement une pelouse, mais peut-être le théâtre d'un événement qu'on cherche à effacer. À l'intérieur de la villa, Ophélie observe la scène sans oser respirer. Elle se tient légèrement en retrait, dissimulée derrière un rideau, son regard fixé sur les deux silhouettes qui se rapprochent dangereusement de son secret. Chaque geste d'Ariane lui semble chargé d'une menace directe, comme si elle pouvait deviner la vérité rien qu'en regardant le sol. Son cœur bat à un rythme irrégulier, amplifiant chaque seconde d'attente. Elle se demande s'ils vont franchir la limite, s'ils vont décider de fouiller malgré tout, s'ils vont trouver. Cette simple possibilité suffit à la faire vaciller. Elle comprend alors que ce n'est plus seulement une question de temps, mais de contrôle. Lorsqu'Ariane se relève finalement, Ophélie ressent un soulagement fugace, aussitôt remplacé par une angoisse plus profonde. Ce n'est pas fini, elle le sait. Ce n'est qu'une étape, un repérage, une manière de préparer la suite. Et cette suite, elle la redoute plus que tout. À cet instant, une évidence s'impose à elle, elle ne peut plus rester passive. Attendre que la police obtienne un mandat, attendre que quelqu'un parle, attendre que la situation lui échappe totalement. Tout cela devient impensable. Elle doit agir, mais agir signifie aussi prendre des risques. Dans son esprit, les options défilent rapidement, sans qu'aucune ne semble réellement viable. Modifier à nouveau le terrain? Trop dangereux. Fuir? Impossible sans éveiller les soupçons. Affronter la situation? Inimaginable. Chaque solution apparaît comme une impasse, renforçant le sentiment d'être prise au piège. Pendant ce temps, Ariane et Idriss s'éloignent lentement de la villa, mais leur détermination ne faiblit pas. Au contraire, cette visite renforce leur conviction. Ariane est persuadée qu'ils ont touché quelque chose d'essentiel, même s'ils ne peuvent pas encore le prouver. Elle confie à Idriss qu'elle est prête à pousser l'enquête plus loin, à insister auprès du parquet pour obtenir les autorisations nécessaires. Elle ne veut pas attendre qu'un nouvel élément apparaisse par hasard. Elle veut provoquer la vérité, la faire surgir, quel qu'en soit le prix. Idriss acquiesce, conscient que cette affaire est en train de prendre une ampleur inattendue. Il comprend que leur rôle ne se limite plus à une simple vérification, mais à une véritable traque, où chaque détail compte et où chaque erreur pourrait tout compromettre. Au même moment, au Mistral, Thomas continue de réfléchir au message laissé sur la porte des Kepler. Plus il y pense, plus il a la sensation que ce mot n'est pas isolé, qu'il fait partie d'un ensemble plus large, d'une mise en scène destinée à produire un effet précis. Il partage ses doutes avec Charlie, qui commence elle aussi à envisager cette possibilité. Elle évoque l'idée que quelqu'un cherche à créer une pression psychologique, à jouer avec les nerfs d'une personne ciblée. Ce n'est pas un simple avertissement, mais une stratégie. Thomas fait alors le lien avec Ophélie. Il se demande si elle est la cible de ce jeu, si quelqu'un tente de la pousser à bout, de la faire craquer. Cette hypothèse lui semble de plus en plus plausible, surtout au vu des événements récents. Cette réflexion ne le rassure pas. Au contraire, elle renforce son inquiétude. Il comprend que la situation pourrait dégénérer rapidement si cette pression continue de monter. Et dans ce contexte, chaque geste, chaque parole peut devenir un déclencheur. Dans un autre registre,
la relation entre Patrick et Babette continue de se fragiliser, malgré les apparences. Le lendemain de leur dîner, chacun reprend son rythme, mais quelque chose a changé. Patrick ressent un décalage qu'il ne parvient pas à ignorer. Il tente de relancer la conversation, d'évoquer à nouveau ses projets, mais il perçoit une distance chez Babette, une retenue qui ne lui était pas familière auparavant. Il se demande s'il va trop vite, s'il en demande trop, mais il ne peut s'empêcher de ressentir une frustration grandissante. Babette, de son côté, se concentre sur son travail, cherchant dans l'activité une forme de stabilité. Elle sait que Patrick a besoin de profiter de la vie, qu'il traverse une période particulière, mais elle ne se sent pas prête à tout bouleverser. Cette divergence, encore silencieuse, crée une tension diffuse entre eux. Ils continuent à partager le même espace, mais leurs attentes ne coïncident plus totalement. Et cette différence, si elle n'est pas abordée, risque de s'accentuer. Pendant ce temps, Zoé atteint un point de bascule dans sa manière de s'occuper de Harry. Ce qui était au départ une inquiétude se transforme progressivement en obsession. Elle anticipe chaque besoin, refuse toute intervention extérieure, comme si elle était la seule capable de garantir le bien-être de l'enfant. Jawad tente une nouvelle fois de lui parler, mais il se heurte à une réaction plus vive que d'habitude. Zoé défend sa position avec une intensité qui surprend même Jawad. Elle affirme qu'elle ne peut pas faire autrement, qu'elle doit être là, qu'elle ne peut pas prendre le risque de laisser les choses se détériorer. Ces mots révèlent une peur profonde, presque irrationnelle, qui dépasse la situation immédiate. Jawad comprend alors que ce n'est pas seulement Harry qui est en jeu, mais aussi le besoin de Zoé de se sentir utile, indispensable, essentiel. Face à cette réalité, il se retrouve démuni. Il sait qu'il ne peut pas la forcer à changer, mais il voit aussi les limites de cette situation. Il craint que cette dynamique finisse par créer des tensions plus importantes, voire des conflits avec Ariane. Et au centre de tout cela, Ophélie reste enfermée dans sa spirale de peur et de méfiance. De retour dans la villa, elle ne cesse de repenser à la présence d'Ariane et d'Idriss, à leur regard, à leur détermination. Elle sent que le filet se resserre, que les marges de manœuvre se réduisent. Elle reprend son téléphone, hésite, puis commence à vérifier certains éléments, comme si elle cherchait une faille, une erreur, quelque chose qui pourrait lui donner un avantage. Mais plus elle cherche, plus elle réalise que tout lui échappe. Et pour la première fois, une pensée qu'elle avait toujours repoussée s'impose à elle avec une clarté brutale. Si la vérité est découverte, elle ne pourra pas s'en sortir. Dans ce silence oppressant, elle comprend que la seule question n'est plus de savoir si cela va arriver. Mais quand ? Le lendemain s'annonce sous un ciel pâle, presque effacé, comme si la lumière elle-même hésitait à éclairer ce qui est en train de se jouer. Ophélie n'a pas fermé l'œil. Assise dans le salon, elle fixe un point invisible depuis des heures, incapable de calmer le flot de pensées qui la submerge. Chaque scénario qu'elle imagine se termine de la même manière, la vérité révélée, le regard des autres changé, la chute inévitable. Cette certitude s'impose désormais à elle avec une lucidité cruelle. Ce n'est plus une peur abstraite, mais une possibilité concrète qui se rapproche inexorablement. Elle tente pourtant de retrouver une apparence normale, de se préparer comme si de rien n'était. Ses gestes sont mécaniques, vidés de toute spontanéité. Elle se regarde dans le miroir, cherchant à y voir une version d'elle-même capable de tenir encore, de résister à la pression qui ne cesse de monter. Mais derrière ce masque fragile, tout vacille. Elle repense aux paroles d'Ariane, à ce regard déterminé qui ne laisse aucune place au doute. Elle sait que cette femme ne lâchera pas. Elle sait qu'elle ira jusqu'au bout, peu importe les obstacles. Au commissariat, justement, Ariane arrive plus tôt que d'habitude. Elle s'installe à son bureau avec une énergie presque fébrile, comme si quelque chose s'était déclenché en elle. La visite de la veille a renforcé sa conviction, lui donnant la sensation d'être à un point de bascule. Elle reprend le dossier Hugo, relit chaque détail, chaque témoignage, chaque incohérence. Elle cherche à assembler les pièces, à construire une chronologie claire, solide, capable de convaincre le parquet. Elle ne veut plus se contenter d'intuition, elle veut des éléments concrets. Idriss la rejoint peu après, partageant cette même impression que l'enquête est en train d'évoluer. Il lui annonce qu'il a lancé des vérifications supplémentaires sur les transactions liées à l'argent d'Hugo. Il espère trouver un élément permettant d'établir un lien direct avec les travaux de la villa. Ariane accueille cette information comme une opportunité. Elle comprend que chaque détail peut faire basculer la décision du parquet. Elle sait aussi que le temps joue contre eux, car si Ophélie se sent menacée, elle pourrait tenter quelque chose pour se protéger. Cette idée la pousse à accélérer le rythme. Elle décide de contacter directement Jean-Paul pour faire un point précis sur la situation. Elle lui expose l'ensemble des éléments accumulés, insistant sur la cohérence du tableau qui se dessine.
Jean-Paul l'écoute attentivement, mesurant la portée de ce qu'elle avance. Il comprend que l'affaire ne peut plus être ignorée, qu'il y a suffisamment d'indices pour justifier une action plus poussée. Il lui promet de faire remonter la demande au parquet avec un argumentaire solide. Pendant ce temps, au Mistral, Thomas ressent lui aussi cette tension qui se diffuse progressivement dans tout le quartier. Il observe les clients, les conversations, cherchant à capter ce qui se dit, ce qui circule. Il a le sentiment que quelque chose se prépare, sans savoir exactement quoi. Il repense encore au mot « neketsu », à cette idée de sang bouillonnant. Plus il y réfléchit, plus il a l'impression que ce message n'est pas seulement symbolique, mais qu'il annonce une explosion imminente, un moment où tout va basculer. Charlie partage ce sentiment. Elle évoque la possibilité que quelqu'un attende le bon moment pour agir, pour révéler quelque chose de manière spectaculaire. Cette hypothèse renforce l'inquiétude de Thomas, qui comprend que la situation pourrait devenir incontrôlable. Dans un autre registre, Patrick et Babette poursuivent leur quotidien, mais la tension entre eux ne disparaît pas. Elle se transforme, devient plus silencieuse, plus insidieuse. Ils continuent à se parler, à partager des moments, mais quelque chose s'est fissuré. Patrick, fidèle à sa nouvelle vision de la vie, tente de provoquer des moments de légèreté, d'évasion. Mais il se heurte à la réalité de Babette, à son attachement à son travail, à ses responsabilités. Cette opposition, encore subtile, crée un déséquilibre qu'ils ne savent pas encore comment gérer. Babette, de son côté, ressent cette pression sans pouvoir la formuler clairement. Elle comprend que Patrick a changé, mais elle ne sait pas si elle peut le suivre dans cette transformation. Elle se retrouve face à un choix implicite, qu'elle n'est pas prête à faire. Pendant ce temps, Zoé atteint un point critique dans sa relation avec Harry. Son comportement, de plus en plus intrusif, commence à inquiéter sérieusement Jawad. Il observe cette évolution avec une inquiétude croissante, conscient que la situation ne peut pas durer ainsi. Il tente une nouvelle discussion, plus ferme cette fois. Il explique à Zoé qu'elle ne peut pas remplacer Ariane, qu'elle doit trouver sa place sans empiéter sur celle des autres. Mais Zoé refuse d'entendre ses arguments, persuadée qu'elle agit pour le bien de l'enfant. Cette confrontation marque un tournant. Pour la première fois, une tension réelle apparaît entre eux, révélant un déséquilibre plus profond. Jawad comprend qu'il devra trouver une solution, avant que cette situation n'échappe totalement à tout contrôle. Et au centre de tout cela, Ophélie continue de s'enfoncer dans une spirale dont elle ne voit plus l'issue. De retour à l'atelier, elle tente de reprendre ses habitudes, mais chaque geste est désormais chargé d'une tension insupportable. Elle observe Chris, encore une fois, cherchant à confirmer ses soupçons. Mais elle réalise peu à peu que la question n'est peut-être plus là. Peu importe qui a envoyé les lettres, peu importe qui c'est. Le problème est ailleurs. Le problème, c'est que la vérité existe, et qu'elle est en train de remonter à la surface. Dans l'après-midi, un appel change tout. Ariane reçoit une réponse du parquet. Elle raccroche lentement, échange un regard avec Idriss, puis laisse échapper une phrase qui résonne comme un point de non-retour. L'autorisation est en cours d'examen, mais les premiers éléments sont jugés suffisamment sérieux pour envisager une intervention rapide. Ce simple fait suffit à faire basculer l'équilibre fragile qui s'était installé. Ariane comprend qu'ils sont à quelques heures, peut-être quelques jours, d'un moment décisif. Elle sent monter en elle une détermination froide, presque implacable. Et pendant ce temps, sans le savoir encore, Ophélie s'approche du point où elle ne pourra plus fuir. Parce que cette fois, il ne s'agit plus seulement de soupçons, de doutes ou de pression psychologique. Il s'agit d'une vérité enfouie sous la terre, et que quelqu'un est sur le point de déterrer.